Et si la clé d'un management vraiment exceptionnel ne se trouvait pas dans les grands projets, mais plutôt dans des changements minuscules? Aujourd'hui, on va explorer exactement ça. Comment les principes des habitudes atomiques peuvent complètement transformer le leadership. Alors, première question, et elle est fondamentale, est-ce qu'on gère par réaction ou par conception? On connaît tout ça, hein. La plupart des managers passent leur journée à éteindre des incendies, à courir partout, en mode réaction, quoi. Mais les plus efficaces, eux, ils font autre chose. Ils conçoivent des systèmes pour que les incendies ne se déclarent même pas. C'est vraiment là toute la différence. Allez, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a l'image qu'on connaît bien, le manager réactif, toujours stressé, qui court après tout. Et de l'autre, le manager habitudes atomiques. Lui, il est calme, il est stratégique. Et le truc, c'est que la différence fondamentale, elle n'est pas dans la quantité d'efforts fournis. Non, elle est dans la méthode. Alors, comment on fait? Tout part de la fondation, qui repose sur deux piliers, l'identité et les systèmes. Et vous allez voir, le cœur de cette nouvelle approche, ça ne commence pas par ce qu'un manager fait, mais par qui il ou elle décide d'être. C'est vraiment le point de départ de tout. Ça, c'est une idée vraiment, vraiment puissante. C'est le premier principe en fait. Un management d'exception, ça commence par un choix conscient d'identité. Parce que nos actions ne sont jamais isolées. Chaque décision, chaque conversation, c'est comme un vote qui construit la personne, le leader que l'on devient. Donc, au lieu de juste dire « je suis manager », l'idée, c'est d'incarner des identités beaucoup plus précises. Des choses comme « je suis un manager qui développe les gens » ou encore « je suis un manager qui apporte de la clarté, pas de la confusion ». À chaque fois qu'on fait le choix conscient d'apporter de la clarté, par exemple, on vote pour ce type de leader. Ce n'est plus juste un titre sur une carte de visite, ça devient une pratique de tous les jours. Bon, avoir une identité, c'est super. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. La question, c'est comment on la rend concrète au quotidien. Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième pilier, le vrai moteur de cette approche, les systèmes. C'est eux qui vont transformer l'intention en action. Cette citation, elle résume tout. Elle met le doigt sur une vérité essentielle. Les objectifs, c'est bien, ça donne la direction, la destination sur la carte, si on veut, mais ce sont les systèmes qui sont les routes et la voiture qui nous y emmènent. Sans système, l'objectif reste juste un point sur une carte. Et en pratique, ça ressemble à quoi? Eh bien, regardons ça. L'idée, c'est de passer des intentions vagues à des processus super concrets qu'on peut répéter. Par exemple, se dire « on a besoin d'améliorer la communication », ça c'est un objectif, un souhait. Mais mettre en place un stand-up de 15 minutes chaque semaine, ça c'est un système. Ok, on a l'identité, on a compris l'importance des systèmes. Maintenant, la question à 1 million. Comment on construit ces systèmes concrètement? La méthode propose une boîte à outils super simple en fait, pour modeler les comportements. Elle est basée sur 4 lois. Première loi, rendre la chose évidente. Tout est une question de clarté. Pourquoi? Parce que sur le long terme, la clarté battra toujours la motivation, à tous les coups. Quand on sait exactement quoi faire, on n'a pas besoin de quelqu'un derrière pour nous pousser constamment. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre les bons comportements impossibles à ignorer. Comment? Avec une documentation claire, des priorités qui sont affichées partout, bien visibles. Fini de deviner ce qu'il faut faire, place à la précision. Deuxième loi, rendre la chose attrayante. C'est simple, c'est une vérité humaine de base. On répète ce qui nous apporte une forme de récompense. Le cerveau humain est câblé comme ça. Il a été attiré par la promesse d'une gratification. Mais attention, il y a une nuance super importante ici. On ne parle pas juste de primes ou de récompenses financières. Non, le truc le plus puissant pour rendre quelque chose attrayant, c'est le sens. La clé, c'est de réussir à connecter les tâches du quotidien à une mission plus grande et de célébrer les petites avancées en chemin, pas juste le résultat final. On passe à la troisième loi, rendre la chose facile. L'idée est de créer un chemin de moindre résistance pour les bonnes habitudes. On a tous une quantité d'énergie limitée chaque jour, donc il faut l'utiliser intelligemment. Le rôle du manager ici, c'est de devenir un réducteur de friction, pas un ajouteur de pression. Chaque validation inutile qu'on supprime, chaque processus qu'on simplifie, chaque modèle qu'on fourrit, tout ça, ça libère de l'énergie mentale pour le travail qui a vraiment de la valeur. Et on arrive à la quatrième et dernière loi, rendre la chose satisfaisante. Pour qu'une habitude s'ancre, pour qu'elle reste, il faut un retour positif et si possible immédiat. Notre cerveau adore ça, les boucles de feedback rapides. Reconnaître rapidement un bon travail, boucler la boucle après une demande, ça donne ce sentiment de satisfaction qui nourrit l'effort sur le long terme. Parfois, un simple « bien reçu, merci » peut faire une différence incroyable.
Bon, ces 4 lois, ce sont des outils vraiment puissants pour agir sur les comportements individuels. Mais attention, les actions n'arrivent jamais dans le vide. Il faut donc maintenant qu'on zoome un peu en arrière pour regarder le contexte global, l'environnement de l'équipe. Cette phrase est parfaite. L'environnement est la main invisible qui façonne le comportement. Ça veut dire quoi pour un manager? Ça veut dire que les plus efficaces sont en fait des architectes. Ils ne gèrent pas seulement les gens, non, ils gèrent le contexte dans lequel ces gens évoluent. Quand on structure l'espace de travail intelligemment, le bon comportement devient l'option par défaut, l'option facile. Ce n'est plus quelque chose qui demande un effort de volonté. En quelque sorte, on rend la réussite presque inévitable. Et une énorme partie de cet environnement, c'est la culture du feedback. Pour que ça marche, il faut une formule simple, calme et très spécifique. On passe du «tu es en retard» qui est accusateur à quelque chose comme «j'ai observé que les délais ont tendance à glisser». L'impact, c'est que toute l'équipe est bloquée. Comment pourrait-on ajuster ça? C'est factuel, c'est constructif. Alors, au final, qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça bout à bout? Une identité claire, des systèmes solides, un environnement bien pensé. Le résultat, et c'est ça qui est fascinant, il n'est pas juste un peu meilleur. Il n'est pas linéaire, il est exponentiel. Voilà la formule magique, si on veut. C'est ça le point crucial. On part de l'identité, on construit des systèmes, on façonne l'environnement, ce qui génère des petites victoires. Et ces petites victoires, en s'accumulant, mènent à des résultats composés massifs. En confiance, en sécurité, en performance. C'est tout simplement l'effet boule de neige, mais appliqué au management. Et ça résume parfaitement toute la philosophie. Le but n'est pas de lancer une révolution. Le but, c'est de viser l'atome, le plus petit changement possible. La question n'est donc pas de savoir comment tout changer d'un coup demain, non. La vraie question, c'est quelle est la toute première, la plus petite habitude à mettre en place pour son équipe?